Vous parlez qu'à chaque fois, on réadapte les traitements au fur et à mesure de l'avancement des traitements sur le lymphome, etc. Bon, moi, j'ai un lymphome B à grande cellule, non hodgkinien. Et je voulais savoir si à chaque fois vous réanalysiez, parce que bon, évidemment, on l'a découvert, on m'a fait un prélèvement au niveau des poumons, on a découvert mon lymphome, etc. J'ai eu une première phase de chimio par les veines qui a duré 9 mois avec autogreffe, etc. Et puis après, j'ai eu une rechute et on m'a proposé donc le Revlimid. Et je voulais savoir s'il y avait à chaque fois une réanalyse justement de mon prélèvement, ou est-ce qu'on refaisait des prélèvements pour réanalyser? Oui, alors je vais répondre à votre question. On a déjà des publications. Alors, le plus important, c'est le diagnostic initial qui déjà peut déterminer, comme on l'a montré ce matin, un type particulier, y compris même au sein des lymphomes B à grande cellule. Il est vrai que ce qu'on appelle la nouvelle documentation histologique, c'est-à-dire une nouvelle biopsie pour savoir si le lymphome a changé ou pas, peut être fait dans certaines conditions. Donc je ne vais pas parler pour votre cas précis, après j'y reviendrai. Le docteur Isbert parlait ce matin de ces fameux lymphomes indolents dits à petites cellules qui des fois peuvent se transformer en lymphome B à grande cellule, donc en lymphome agressif. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à rebiopsier quand on a l'impression d'un changement d'agressivité du lymphome. Et ça, c'est le cas des lymphomes dits indolents ou à petites cellules, un lymphome folliculaire, un lymphome de la zone marginale, une maladie de Waldenström. Donc quand la situation clinique de ces lymphomes dits indolents à petites cellules ou alors ça peut être l'apparition d'une grande fatigue ou un ganglion qui grossit très très vite, où on a l'impression que ça s'accélère au niveau de la cellule, là, on a tendance à rebiopsier. Concernant les lymphomes agressifs, et notamment le lymphome B à grande cellule, il y a un début de réponse dans l'étude menée par notre groupe français, le LISA. C'est-à-dire que le traitement standard de première ligne, de toute façon, pour faire le premier traitement standard, on a une biopsie pour porter le diagnostic. Et on a fait l'étude en rechute qui comparait deux protocoles de chimiothérapie et l'autogreffe. Et en fait, il y a une partie de ces patients qui ont été rebiopsiés. Et on s'est rendu compte qu'entre le diagnostic et la rechute, il n'y avait pas d'évolution du lymphome B à grande cellule. Donc sur la base de cette grande étude, justement de randomisée, si je puis dire, comparative, on évite de rebiopsier les malades parce que dans le lymphome B à grande cellule, il ne semble pas, en tout cas, avoir vraiment de gros impacts, de grands changements, en tout cas en l'état actuel des connaissances, qui pourraient influer le traitement par la suite. Deuxièmement, il faut vous dire que les rechutes de lymphome B à grande cellule chez des patients qui ont eu beaucoup de traitements, qui sont fatigués, ça peut être aussi dangereux et il faut que ce soit aussi facilement accessible. Donc entre le fait où on a des papiers qui nous montrent qu'il ne semble pas y avoir de transformation de ce type de lymphome, et à côté de ça, la faisabilité d'une biopsie et les risques potentiels que ça encourt pour un bénéfice qu'on n'aura pas, parce que pour l'instant, les rechutes du lymphome B à grande cellule, en dehors de cas très particuliers, mais qu'on peut voir sur la biopsie initiale, ne nécessitent pas d'adaptation thérapeutique. On n'a pas besoin de le faire dans le cas de ces lymphomes agressifs. On aura plutôt tendance à le faire pour des lymphomes plutôt indolents. Oui, bonjour. J'ai été traitée depuis 1985 d'un lymphome folliculaire, avec le traitement du départ, le CHOP, et tout ce qui s'ensuit, fini par le MAPTERA. Oh, pardon. Je voudrais savoir, après le MAPTERA, s'il y a rechute, quel est le traitement prévu de nouveaux traitements? Qu'est-ce qui est prévu après ça? Voilà. Depuis 85, je suis une vétérane, je pense, de cette maladie. C'est difficile de répondre là comme ça pour un cas comme ça précis et isolé, mais d'une façon générale, les lymphomes folliculaires ou ces lymphomes indolents sont des maladies chroniques entre guillemets, où on sait qu'elles vont rechuter régulièrement. Non, pas forcément, mais on sait que le risque de rechute existe. Plusieurs rechutes au cours de l'histoire de la maladie, et c'est vraiment des maladies pour lesquelles on a développé plusieurs lignes de traitement qu'on utilise dans un ordre relativement
consensuel, au moins pour les premières lignes, mais c'est vraiment ces lymphomes. On a plusieurs lignes de traitement. C'est vraiment pas une maladie pour laquelle il y a un protocole de chimiothérapie, et une fois qu'il est fait, après on est sans ressources. Donc on a des stratégies de traitement relativement consensuelles, en tout cas pour les premières lignes. Et là après, dans un cas comme ça individuel, c'est compliqué parce que par exemple, selon le centre où on est traité, on peut proposer des essais cliniques, mais vous voyez, tous les centres n'ont pas forcément ouvert ou ne participent pas forcément aux mêmes essais cliniques. Moi, à Strasbourg, je participe peut-être pas forcément aux mêmes essais cliniques que ceux qui sont ouverts à Strasbourg ou à Toulouse. À Toulouse. Qu'est-ce que j'ai dit ? Strasbourg 2 fois, oui. À Toulouse. Donc voilà, le traitement peut déjà varier à ce niveau-là, parce que si vous êtes dans un centre où, dans votre situation, il y a un essai clinique d'ouvert, on va vous le proposer. Si vous êtes dans un centre où on n'a pas cet essai clinique, on vous en proposera peut-être un autre, on vous proposera peut-être un traitement hors essai clinique. Donc vraiment, les situations peuvent varier d'un endroit à un autre. Et pour rebondir sur la question précédente, ça dépend aussi dans ces lymphomes indolents, sous quelle forme vous rechutez. L'état clinique, on prend en compte l'état clinique du malade, son état général, est-ce qu'il a des autres maladies, par exemple cardiaques ou pulmonaires, qui peuvent contre-indiquer tel ou tel traitement, est-ce qu'il y a un problème rénal, etc. Donc ça dépend beaucoup aussi de quand vous rechutez, de sous quelle forme vous rechutez et de comment vous êtes à la rechute. Donc il y a beaucoup de facteurs. Et le facteur géographique en est un aussi, potentiel. Je suis soignée sur Purpan. Et je ne suis pas comme le monsieur, je suis très contente du service. On m'a toujours répondu clairement et nettement, et je n'ai jamais eu quelqu'un qui soit passé à côté de mes questions. Voilà, je suis très contente du service et des professeurs qui nous accompagnent, qui nous soignent. Merci. Merci. On prend la dernière question, madame. Oui, bonjour. Ça concerne au niveau des phases par rapport aux médicaments, la mise sur le marché. Donc, je voudrais savoir à quel moment vous listez les effets secondaires et surtout ceux qui sont irréversibles. C'est dans quelle phase ? Vaste question. En fait, les effets secondaires, on les regarde tout le temps. Je vais parler juste de la recherche chez l'humain, chez l'être humain, d'accord ? L'humain, ça fait un peu chez l'être humain. Donc à partir des phases 1. Les phases 1, l'objectif, c'est la dose maximale tolérée, c'est-à-dire qu'avant de faire l'étude de phase 1, vous déterminez, en fait, on a des critères internationaux de gravité des effets indésirables et listés organe par organe. Voilà, tout simplement. Ça va de la prise de sang jusqu'à l'infection pulmonaire et vous avez des grades 1, 2, 3, 4. Voilà. Et en fait, on détermine déjà, quand on construit l'essai clinique, on sait qu'un effet indésirable de grade 4 fait que la dose n'est pas bonne. Alors je schématise, d'accord, mais qu'en gros, quand on va commencer l'essai de phase 1, qu'on va donner la première dose au malade, ça se passe bien. On augmente la dose globalement jusqu'à ce qu'il y ait un effet indésirable qui nous semble en tout cas tellement grave que cette dose est trop forte. Et donc, si le médicament semble efficace, il sera testé en phase 2 à la dose, au palier de dose inférieur. Donc l'objectif de la phase 1, c'est vraiment de trouver la dose bien tolérée pour le malade avec des grades qui sont codifiés à l'avance sur des critères internationaux. Voilà, première chose. Donc, et après, en phase 2, en phase 3, bien sûr qu'on regarde les effets secondaires. Moi, je suis médecin clinicien. Je vous avoue que je fais de la recherche clinique. Mais bon, des fois, on se dit, oulala, c'est bien beau, mais on a l'impression que c'est un peu plus costaud que ce qui était prévu. Donc, c'est regarder à chaque fois. Il faut vous dire, dans les grandes études de phase 3, vous avez ce qu'on appelle le DSMC, qui est en fait un comité indépendant, je crois, oui, indépendant, qui se réunit très régulièrement au cours de l'étude et qui analyse les premiers patients et les toxicités du premier patient. Et une étude peut être arrêtée si le DSMC ou la fronde des cliniciens, on va dire, dit non, stop, votre molécule, elle semble très efficace, mais on se rend compte en comparant au traitement de référence que y a beaucoup plus d'effets secondaires, on a des choses très graves qui se passent, donc on peut arrêter l'étude. Donc ça, c'est la phase clinique, la phase préclinique, je vous ai répondu. Pour les phases 2 et 3, je vous ai dit, le DSMC se réunit régulièrement et on peut arrêter une étude ou faire des amendements pour adapter les choses. Et après, la phase très importante, c'est cette fameuse phase de pharmacovigilance. Et normalement,
tout ce qui on peut en tant que médecin, et on doit, je pense, déclarer tout ce qui nous semble anormal dans l'évolution d'un patient qui a pris un médicament X pendant quelques années. Voilà. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Il faut vraiment être vigilant en permanence. Et puis ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les essais cliniques, c'est quelques centaines de patients. Une fois qu'un médicament est commercialisé, qu'il a son AMM, il va être ensuite donné, administré à des milliers de patients. Et plus on augmente l'administration d'un médicament, et bien plus on augmente aussi le risque de découvrir des effets indésirables qui n'ont pas été vus, parce que statistiquement ils arrivent rarement, qui n'ont pas été vus sur les quelques centaines de patients qui ont participé aux essais cliniques, mais une fois que le médicament est administré à plus grande échelle, et voilà, et la vraie vie. Donc c'est une vigilance permanente et qui ne se résume pas qu'à la recherche clinique. Et juste pour continuer là, sur ce domaine, est-ce que les doses maximales qui ont été calculées au départ peuvent être, ou les doses d'efficacité peuvent être réévaluées? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'apercevoir que pour une molécule, finalement, la dose suggérée n'est peut-être pas la dose efficace, et inversement revenir en arrière en se disant que bon, peut-être que c'est trop fort? Bien sûr, et on peut prendre un exemple que vous connaissez bien, le Maptera. La dose du Maptera, alors les doses des médicaments de chimiothérapie, souvent on les exprime en mètres carrés, en milligrammes ou en microgrammes par mètre carré, donc on se base sur la surface corporelle. Bref, la dose du Maptera, donc ce médicament, elle a été déterminée sur des études de phase 1, et donc ça a été déterminé sur quelques dizaines de patients où on a établi la dose, voilà, c'est 375 mg par mètre carré de surface corporelle. Et on s'est rendu compte que, par exemple, dans une maladie, la leucémie lymphoïde chronique, eh ben, cette dose n'était peut-être pas la bonne, et elle a été augmentée. On est passé à une dose à 500 mg par mètre carré de rituximab dans la leucémie lymphoïde chronique. Donc oui, les choses peuvent continuer à évoluer dans un sens ou dans l'autre, en fonction des essais, de la recherche qui continue, parce que ce n'est pas qu'une fois qu'un médicament a son AMM qu'on n'essaye pas de l'évaluer dans d'autres circonstances, dans d'autres situations. Très bien, merci. Si vous avez d'autres questions, je vous suggère de les poser pendant l'heure de pause. Donc ça va être l'heure de la pause du déjeuner. Je vous rappelle qu'il va falloir être de retour à 13h40 parce que nous allons commencer par cette RCP en direct, quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Donc ne loupez pas le début de cette session qui va être extrêmement intéressante. On parle beaucoup, lorsque vous recevez vos traitements, que la décision a été prise en comité pluridisciplinaire. Et bien vous allez voir tout à l'heure comment ça se passe dans la vraie vie. D'autre part, vous verrez que dans la salle de pause en bas, il y a des toiles qui sont exposées sur les murs. Je voulais juste vous donner un petit historique de ces toiles. Nous avons fait l'année dernière un tour de France du lymphome avec comme thématique le lymphome, le premier cancer chez les adolescents, jeunes adultes. Et lors de ce tour de France que nous avons fait en bus, nous nous sommes arrêtés dans 8 villes. Et dans ces 8 villes, nous avons demandé à des artistes graffeurs locaux de venir nous faire des toiles sur cette thématique. Et donc, au sous-sol, vous avez 16 des 27 toiles qu'on a faites durant cette tournée. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite un très bon appétit et surtout, revenez à 13h40, s'il vous plaît. Merci.